Bonjour tout le monde. Donc, Sophie Briard, je suis professeure titulaire au département de management, faculté des sciences d'administration. Donc, je suis pas en éducation, mais je m'intéresse beaucoup là aux enjeux d'équité, diversité, d'inclusion dans les universités. Et puis, je vais laisser peut-être Alain se présenter. Oui, moi, c'est Alain Staclet. Je suis professeur en technologie éducative à l'Université du Québec à Montréal et j'interviens notamment en pédagogie universitaire. Donc, c'est particulièrement relié aussi. Donc, je vais juste dire, c'est pas l'Université de Laval, mais c'est l'Université Laval. Parce qu'au Québec, il y a une ville qui s'appelle Laval, puis déjà des gens qui se sont rendus près de Montréal. Donc, nous, on est situé à Québec. On est la plus vieille université francophone là, en Amérique du Nord. Donc, je mentionne ça comme ça pour la blague. Donc, on est quelques collègues qui avons fait là, la recherche. Donc, on va vous présenter. On va essayer de faire ça rapidement. Là, on a déjà seulement quelques diapos. Le contexte, c'est très simple. Ce qui s'est passé au Québec il y a quelques années, ça s'inscrit vraiment, on le sait, toute l'importance d'avoir des universités inclusives, l'approche inclusive en éducation, dans laquelle là, Alain travaille aussi. C'était très valorisé, mais les choses n'avançaient pas vite. Donc, nos universités au Québec étaient pas jugées si inclusives qu'on l'aurait souhaité. Donc, il y a quelques années, en 2019, notre plus grand bailleur de fonds de recherche au Canada, le CRSH qu'on appelle, a décidé que ça devait changer. Donc, ils ont obligé les universités à faire un plan, on appelait ça un plan EDI, donc un plan en équité, diversité, inclusion, pour inclure les personnes qui étaient en marge de nos universités. Sinon, le bailleur de fonds coupait le financement. Donc, on parle de millions de dollars, là, que si les universités ne faisaient pas de plan, on leur coupait leur financement et c'est arrivé. Donc, il y a des universités qui n'ont pas pris ça au sérieux, des grosses universités, McGill, l'Université de Montréal, les grosses universités au Québec, là, au départ, on dit, bon, on va leur dire qu'on va faire de l'EDI, puis on va faire 3-4 petites pratiques, on va recruter un professeur des premiers peuples ou en situation de handicap, puis ça va être réglé. Puis les gens, les bailleurs de fonds ont dit, non, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Donc, après 2, 3, 4 tours de déposer des plans pour qu'ils soient approuvés. Là, les plans ont été approuvés, mais il y a des financements qui ont été coupés. Donc, seulement comme pour vous montrer que souvent, ça prend un peu des électrochocs comme ça pour que les choses se passent. L'enjeu, c'était d'inclure le plus possible ce que nous, on appelle les groupes historiquement marginalisés ou en marge de nos universités. Donc, principalement les femmes, les personnes en situation de handicap, les premiers peuples chez nous et les personnes racisées. Donc, particulièrement, moi, mon université, là, j'ai pas de chiffres ici, mais on est dans les 1 à 2 là, de professeurs titulaires de chaires de recherche qui sont pas des femmes ou des hommes blancs ou blanches. Donc, on pense qu'on est très diversifié, mais on l'était pas vraiment beaucoup avec les chiffres qu'on avait. Donc, alors, il y avait des inégalités, puis on voulait que ça change. Donc, au départ, ce que les gens demandaient, c'est il faut augmenter le ratio. Donc, il faut avoir plus de professeurs, plus d'étudiants, étudiantes qui s'identifient à ces groupes historiquement marginalisés-là. Mais on s'est vite rendu compte que pour faire ça, il fallait travailler l'ensemble de la culture de l'organisation. On pouvait pas juste dire, on va prendre un prof comme ça, oui, mais on va le trouver où? Puis, est-ce qu'il va rester dans l'organisation? Puis, est-ce qu'il va pouvoir faire des recherches? Est-ce qu'il va avoir des subventions? Est-ce qu'il va pouvoir publier aussi? Hein? Parce qu'il y a beaucoup de recherches, pas juste au Québec, là, qui montrent que les groupes en marge ont beaucoup moins de chances de publier. Il y a des recherches scientifiques qui ont été faites là-dessus parce que les comités scientifiques sont plutôt homogènes et ne considèrent pas ces enjeux-là. Donc, nous, on a beaucoup accompagné cette démarche-là. On a travaillé à accompagner les universités à réaliser des plans. Puis ça nous a donné l'idée de façon exploratoire d'identifier quelques enjeux qui ressortent de ces démarches-là. Donc, c'est pas, on va poursuivre nos recherches, mais on trouvait ça important avec cette méthode-là de dire, c'est quoi les enjeux et défis si d'autres organisations souhaitent faire cette même démarche-là? Qu'est-ce que ça nous demande? Donc, la question de recherche était vraiment mieux documentée par des données empiriques, là, la complexité de l'inclusion, parce que c'est pas simple faire ça, travailler sur tous les aspects de l'organisation.
Puis, donc, c'était quoi les enjeux qu'on a vus dans le milieu universitaire? On a pris un cadre théorique, je ne rentrerai pas là-dedans aujourd'hui en détail, mais il y avait vraiment, on a pris l'approche de l'éducation inclusive pour montrer que ça existait déjà, hein, ces approches-là de lutte à la discrimination, autant pour les personnes étudiantes que pour les professeurs. Et on a pris aussi l'approche de l'inclusion en organisation. Donc, comment on arrive à rendre une organisation plus inclusive? Dans le cas qui nous concerne, ici, c'était une université. On a regardé vraiment, bon, il y a les approches théoriques, tout ça, là, les objets d'études, mais c'est vraiment, on a regardé 4 choses. On s'est dit, est-ce que les gens ont eu une bonne expérience d'inclusion ou pas? Donc, parce que moi, si je veux être inclus comme groupe, ben c'est quoi mon expérience? Est-ce que je me sens inclus ou je me sens pas inclus à la suite de ces plans-là? Donc, il y avait une première question qui était quels sont les enjeux et défis liés aux expériences d'inclusion des personnes? Ensuite, on a regardé est-ce que les organisations, les universités ont transformé des choses? Parce qu'on peut dire on inclut une personne, mais on n'a pas changé nos pratiques. On a entendu ce matin ou hier, il y a des gens qui disaient on travaille sur les inégalités, mais si les gens qui croient s'en vont, bien, ça tombe. On recommence à zéro. Donc, on avait une question aussi, on se demandait si les pratiques avaient été changées dans les organisations. On a regardé aussi, ça a suscité, là, je vais vous passer tous les détails, mais vous l'imaginez que ça a suscité beaucoup de résistance. Parce qu'il y a des gens qui ont dit comment ça se fait qu'on privilégie des groupes plutôt que d'autres. Les gens, ça remettait en question certains privilèges des personnes qui étaient là depuis longtemps. Puis les gens disaient, ben c'est peut-être pas toujours, on faut pas imposer ça, ça va venir tout seul. Puis donc il y a eu des résistances, fait qu'on a regardé un peu c'est quoi ces résistances-là. Il y a eu des résistances de la part des groupes aussi eux-mêmes, des personnes qui disaient, ben moi je veux, vous connaissez ces débats-là, on veut pas être nommé parce qu'on est juste un groupe appartenant à un groupe. On va être nommé parce qu'on est supposément compétent, comme si les deux s'opposaient. Puis on a regardé un petit peu comment ça se faisait. C'est vraiment un changement. Donc, moi, j'étais en gestion. Là, donc, il y avait, oui, à la partie de l'éducation, mais la partie gestion est intéressante pour nous. Donc, rapidement, la méthode, bien, on a fait de l'analyse documentaire, on a analysé des plans, on a participé aussi à la rédaction de certains plans. On a fait des entretiens aussi avec des professeurs. Chez nous, on a des gens qui font que ça dans les universités, s'occuper des démarches DI. Donc, on a parlé avec eux, des étudiants, étudiantes. En tout cas, vous voyez un peu, on a parlé avec les organismes subventionnaires, des centres de recherche aussi. Donc, alors, on a fait de l'observation participante en étant sur le terrain, des entretiens puis analyse documentaire. Donc, ça mobilisait quand même beaucoup de personnes. Donc, je voulais terminer avec quelques enjeux à la suite de nos démarches. Qu'est-ce que ça a donné? Donc, au niveau de nos 4 questions de recherche, dans le fond, on a mis de l'avant quelques enjeux. Donc, les enjeux et défis liés aux expériences d'inclusion. Donc, on a réalisé qu'il fallait vraiment avoir une considération pour les groupes, pour les consulter. Donc, quand on a fait ces démarches-là, les démarches qui ont fonctionné, c'est des démarches où on a consulté les gens. Donc, pour réaliser les plans, il fallait qu'il y ait comme un diagnostic dans les organisations, dans les universités, en disant, ben qu'est-ce qui fonctionne pas? C'est quoi les obstacles à l'inclusion de nos personnes, des groupes historiquement marginalisés? Puis eux autres, qu'est-ce qu'ils en pensent? Ça, c'était vraiment au cœur. S'il n'y avait pas ça, ça ne fonctionnait pas. Le plan, c'était pas accepté, mais on s'est rendu compte que c'était essentiel. Tu sais, le par, pour et avec. Là, donc, si on veut inclure les gens, ben il faut voir, faut leur parler puis savoir qu'est-ce qu'ils en pensent. Puis c'est pas évident que les gens vont s'exprimer là-dessus. Hein? Une personne en situation de handicap n'osera pas le dire qu'elle est en situation de handicap parce qu'elle a peur d'être marginalisée. Même chose pour les autres groupes. Donc ça a été vraiment un élément très important. Par contre, quelque chose qui est encore problématique chez nous, en tout cas qui questionne beaucoup, c'est comment on s'auto-identifie. Donc, c'est pas écrit dans notre visage, hein, notre groupe d'appartenance ou nos groupes d'appartenance. Donc, et ça joue aussi sur les statistiques qu'on a de représentativité, parce que les gens ne s'auto-identifient pas, donc on ne le sait pas. Alors, les gens disent, s'il y a 1% de personnes en situation de handicap dans une université, c'est pas la réalité, parce qu'on sait qu'il y en a plus, mais si les gens ne le disent pas. Donc, on a développé, avec la Commission des droits de la personne du Québec, là, des formulaires où les gens vont se auto-identifier de façon anonyme. On n'a pas le droit d'auto-identifier les gens de façon non anonyme, là, de façon ouverte. Donc, alors on s'est rendu compte qu'au début, les gens ne s'auto-identifiaient pas, mais plus on parle de pourquoi il faut s'auto-identifier, plus les gens s'auto-identifient. Donc ça, en tout cas, ça reste un enjeu quand on fait ce genre de démarche-là. Le niveau variable, les gens ne savaient pas trop comment faire. Hein? Niveau variable de
c'est quoi des pratiques inclusives, comment inclure. Donc ça, il a fallu faire beaucoup de formations, des sensibilisations, du vocabulaire commun, parce que les gens ne savaient pas on ne prenait pas le temps d'expliquer ce qu'il fallait faire. Donc, l'importance d'impliquer les parties prenantes à toutes les étapes. Ça s'est fait de façon variable. C'est ça qui explique un peu les résistances. On essayait d'imposer des fois des choses, puis on s'est rendu compte que quand les gens participent à ce qu'on fait, ben c'est beaucoup plus simple. Puis, complexité aussi dans la définition. Personne ne savait comment faire ça, un plan DI. Qu'est-ce qu'on met là-dedans, tout ça. Donc, il y a eu un petit réseau. C'est pour ça qu'il y avait une personne avec nous qui avait participé. Il y a eu un réseau qui s'est formé dans des universités pour essayer de dire, ben OK, comment on fait ça? Les résistances, je vais en parler rapidement. Donc, il y avait vraiment une perception d'iniquité de certains groupes qui disaient, ben pourquoi on favorise des groupes aux dépens de d'autres? Les gens disaient, on est en train d'abaisser nos niveaux de performance dans nos universités. Parce que là, on parle juste de groupe puis d'inclure des gens qui n'ont peut-être pas la compétence, alors que c'est pas le cas, là, parce que les gens étaient embauchés selon les mêmes critères, mais c'est juste que on favorisait, parce que si on le faisait pas, en tout cas, c'était ça l'objectif du programme. Donc ça, alors il y a eu le débat s'est fait beaucoup dans les médias, on en parlait hier à Calais, s'est fait beaucoup dans les médias. Donc, les professeurs s'envoyaient des lettres ouvertes, des pétitions. Ça a même monté à l'Assemblée nationale là, du Québec, là, comme de quoi les hommes blancs étaient défavorisés dans ces plans-là. En tout cas, ça a parti dans tous les sens parce qu'on pense qu'il n'y a pas eu assez d'espace de discussion, justement, pour peut-être faire ça de façon participative. Donc, ça se faisait un petit peu de cette façon-là. Finalement, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait peu de préparation à cette gestion-là du changement. Donc, il y a des universités, même des bailleurs, des organismes subventionnaires de recherche qui commencent à reculer parce qu'ils sont... aussitôt, il y a un changement, puis là, les gens ont résisté, puis les gens ont dit, OK, bon, on arrête là parce qu'on ne veut pas froisser des gens. Ou donc, alors, quand on fait ces démarches-là, une des leçons apprises, c'est qu'il faut gérer le changement aussi. Comme tout changement, il va y avoir des résistances, puis il faut travailler ça, sinon, ça fonctionne plus ou moins bien. L'importance des aspects humains, donc, on était au cœur, là, même si les plans, il y avait des budgets, des calendriers, des indicateurs, mais c'était vraiment les personnes. Puis on s'est rendu compte aussi qu'il n'y avait pas beaucoup de ressources. Finalement, les universités ne mettaient pas beaucoup de temps là-dessus nécessairement ou beaucoup de ressources, donc ça devait se faire tout seul. Puis il y a des gens aussi qui ont parlé cette semaine, des fois c'est un peu du bénévolat, hein, faire de l'inclusion, c'est une cause, puis c'est important, puis c'est toujours les mêmes personnes qui participent au comité, puis c'est toujours les mêmes personnes qui participent aux discussions, puis qui vont de l'avant pour faire des choses. Fait que ça, c'est un enjeu aussi qu'on a trouvé. Je ne sais pas, Alain, si tu avais des choses, tu voulais... Ouais. Je voulais juste mentionner que ça a été quand même très politisé, donc ça donne un débat qui est un peu polarisant. Donc ça aide pas du tout. Je ne sais pas si c'est le moment, mais je mentionnerais quand même au Québec, pour les écoles inclusives, surtout au secteur des jeunes, c'était pas nouveau, là. Il y avait déjà des politiques, il y avait déjà des démarches qui ont été entreprises, qui avaient été bien ancrées. On n'a qu'à penser notamment à la différenciation pédagogique, on a à penser à tous ces travaux-là autour des pédagogies inclusives, c'est ça. Mais au niveau universitaire et sur le plan administratif, c'est particulièrement récent, même si parallèlement, il se développe des initiatives, comme à l'UQAM, on a le Bureau de l'inclusion aussi qui soutient les étudiants, qui avait été au préalable très bien soutenu. On l'a bien vu aussi dans le cadre de la présentation d'ouverture. À ce moment-là, on voyait bien qu'il y avait des initiatives qui ne suivaient pas nécessairement l'université. Donc, ça, c'est important à mentionner. Là. Oui, puis au-delà de ça, il y a eu, comme tu dis, il y a eu quand même des belles réalisations. Là. Il y a des changements qui se font, des bureaux de DI, des bureaux de droits de la personne. Maintenant, dans les universités, on peut choisir notre identité, hein, tout ce qui est lié à la pluralité de genre, la diversité sexuelle, pluralité de genre. Donc, il y a des bureaux de la pédagogie inclusive, on en parle plus. Donc, ça a vraiment amené des choses intéressantes, mais il reste quand même des enjeux, là. Puis je terminerai en fait là avant s'il y a quelques questions. Donc en conclusion, c'est vraiment important de prendre en compte la complexité de ces transformations-là. C'est pas parce qu'on fait un plan, là on le voit bien là.
les gens ont fait un plan, puis maintenant, il faut le mettre en œuvre, puis c'est là que les vrais défis commencent. Donc, comme je le dis, il y a des choses de fait, mais puis on peut dire que ça influence les autres secteurs d'activité aussi. Tu sais, ça revient dans il y a des écoles qui font plus de démarches, il y a des collèges, on parlait ce matin des collèges, il y a même le secteur privé maintenant au Québec et au Canada qui font des démarches de ce type-là, des villes. Donc, ça a quand même eu un impact. L'expression des résistances, ben il y en a, j'en ai parlé. Les défis posés par le processus de changement. Puis le défi de la nécessité de faire des recherches, on est en train de développer un autre projet de recherche pour essayer de documenter encore plus ces processus-là qui sont quand même intéressants, là, pour peut-être inspirer d'autres démarches. Donc, je m'arrêterai là. On a bien fait notre temps quand même. C'est parfait, c'est gentil. Merci. Merci pour cette présentation. Oui. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Juste une chose, je sais qu'il y a des collègues de l'Université de Toulouse et de l'Université de Bordeaux qui travaillent actuellement sur cette thématique et à travers le Théâtre Forum. Alors vous allez me dire que je suis un peu obsédé par ça, hein. Mais voilà, ils utilisent le Théâtre Forum pour... Je ne suis pas du tout dans le projet, hein, d'accord, c'est pas pro domo. Mais apparemment, c'est assez efficace pour travailler avec les enseignants, hein, les enseignants sur les dynamiques inclusives, justement pour arriver à conscientiser, au sens de Freire, toujours ces problématiques qui, comme vous l'avez évoqué, apparaissaient pas forcément comme des problématiques pertinentes à une partie des enseignants. Voilà, juste au passage. Oui, ça peut être intéressant. Ouais. Nous, ça s'est pas fait beaucoup quand même, ces activités-là, mais on a fait beaucoup de... Il y a eu des formations obligatoires sur les biens conscients, sur comment on fait du recrutement plus inclusif dans nos universités. Il y a eu des forums. Mais ça peut être, toutes les méthodes sont pertinentes là, pour sensibiliser les gens. Merci. Moi, je m'interroge sur les quotas réservés aux femmes, aux personnes racisées. Alors en France, c'est des termes qu'on n'utiliserait absolument pas. Et du coup... alors c'est politiquement c'est posé et puis ensuite il y a des résistances, ça se passe pas super bien, mais est-ce que enfin vous expliquez que pour les groupes qui étaient déjà bien implantés, certains le vivent mal, surtout les hommes du coup blanc qui passent après. Et pour ces personnes qui arrivent, comment elles vivent cette insertion dans ces universités ? Comment elles vivent les premières années ? Enfin, est-ce qu'elles s'adaptent ? Est-ce qu'elles trouvent le moyen de s'adapter elles aussi à un contexte qui n'est pas toujours favorable ? C'est pour ça que quand on parle de quotas, il faut travailler aussi la culture. C'est pour ça qu'il y avait plusieurs méthodes. Hein? Tu sais, quand on disait qu'il fallait travailler sur la culture inclusive, sur le recrutement des conditions de travail, l'équilibre vie personnelle, vie familiale et tout ça. Parce que juste nommer quelqu'un pour nommer quelqu'un, puis après on lui dit, ben vas-y, progresse, on le sait que ça fonctionne plus ou moins bien. Donc, des fois, c'est une mesure de redressement qui est nécessaire. Hein? Les quotas, c'est nécessaire pour faire un rattrapage historique, parce qu'on sait que ça n'arrivera pas tout seul. Hein? Ça fait 30 ans qu'on dit que ça va arriver tout seul. Donc, les quotas, c'est un élément. Mais les gens, c'est sûr que les gens sont polarisés beaucoup là-dessus, mais je dirais que en général, dans nos universités, il y avait peut-être 90% des gens qui étaient d'accord avec ça, puis il y avait peut-être, c'est les 10% qu'on entendait le plus. Mais il y a beaucoup de gens qui étaient d'accord parce qu'ils voyaient que la nécessité de le faire. Puis les groupes, c'est sûr qu'aussi, il y a des groupes, il y a des gens qui disaient, moi, je n'irai pas prendre ce poste-là parce que je ne veux pas être identifié. Mais il fallait qu'ils passent par-dessus ça aussi parce que sinon, ben, c'est le statu quo. Donc, vraiment, il y a eu des concours réservés, mais comme aussi c'était une obligation, ben, les gens l'ont fait, puis après, ils se sont dit, bon, ben, on va faire autre chose pour ne pas faire que ça, sachant, comme vous dites, que les gens partent après s'ils ne sont pas bien inclus sur le long terme. Donc, ça prend un ensemble de choses. Et politiquement, au niveau politique, est-ce que cet accompagnement est anticipé ou pas du tout ? Et est-ce que c'est du coup aux collègues de s'adapter, aux administratifs dans les universités, etc. Bien, c'est ça, c'est un peu des deux, là, mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de démarches qui sont faites actuellement pour aider. C'est ça, l'inclusion, c'est ça, il faut transformer l'environnement. Et c'est pas juste aux gens à s'adapter.
Donc, c'est beaucoup là-dessus qu'on travaille. C'est pour ça qu'on parle d'inclusion, de changement de pratique. Puis, ça commence tranquillement. On voit des pratiques qui changent, mais c'est sur le long terme, c'est certain.